Bienvenue sur ces tutoriels de InnoSearch pour vous expliquer la disruption digitale. Ici, nous sommes dans les 8 changements de paradigme et nous attaquons le sujet de la désintermédiation jusqu'à la sharing economy. La sharing economy, pourquoi on le met avec la désintermédiation? Parce que quand on a tellement désintermédié tout le monde, à la fin, il n'y a plus aucun intermédiaire entre moi et la voiture du voisin que j'emprunte. Donc il n'y a plus de marché non plus, puisqu'on vendra nettement moins de voitures ou de bateaux ou de machines à laver. Donc cette évolution. Donc article de février 2013 de The Economist, le très sérieux journal qui fait un excellent travail de veille, qui met en lumière l'étendue de cette industrie. Bien sûr, on entend beaucoup parler de Airbnb et de Uber, mais il n'y a pas que. Alors, avant de regarder les business, de comprendre pourquoi l'économie de partage maintenant. Et bien finalement, il fallait qu'il y ait 5 briques du puzzle. Il fallait qu'il y ait des réseaux sociaux, PayPal comme tiers de confiance qui assure que le paiement va bien arriver, des systèmes de notation, des systèmes de géolocalisation, et puis le smartphone comme télécommande universelle qui me permet d'ouvrir la voiture, d'ouvrir la porte, etc. Mais plus important, c'est au niveau des comportements de la nouvelle génération. Donc au XXe siècle, on était dans le crédit, maintenant on est dans la réputation. On était dans advertising, maintenant on est dans la communauté, on se connaît. On était dans la propriété individuelle, maintenant on est dans accès partagé. Bref, on était dans l'hyperconsommation, maintenant on est dans la consommation collaborative. Donc c'est un changement de paradigme assez énorme. Je me rappellerai encore, en septembre 2014, Travis Kalanick, le patron de Uber, nous racontait à Disrupt San Francisco, TechCrunch, que oui, bon, il avait des petits problèmes juridiques dans certaines villes, mais ça, ils s'en débrouillaient bien, et qu'il y avait deux expériences qui étaient très intéressantes dans des villes où il y a une densité de trafic forte, comme New York et San Francisco, où il peut, en quelque sorte, densifier encore plus le trafic. C'est-à-dire, vous êtes en route vers l'aéroport, et l'application vous dit, bah, y a votre copain Bertrand, qui est 2 minutes derrière, vous vérifiez votre montre, bon, c'est bon, mon avion n'est pas avant 1 heure, donc j'ai le temps. La voiture se range dans une aire de cross-docking de Uber. Pendant que vous attendez 2 minutes, on change les paquets dans le coffre. J'arrive dans votre voiture, on fait du blabla, même si je ne vous connais pas, et surtout, on partage le coût de la course. Alors le jury était intéressé par cette exposition, mais disait non, en termes de disruption, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Jusqu'à ce que Vinod Khosla de Khosla Venture, l'ancien patron de Sun, qui a un fonds de plus d'1 milliard dans le domaine de la santé, dise time out guys, you didn't get it. Parce que si vous couplez les trucs de partage Uber, Blablacar, plus driverless car, vous avez une énorme disruption à venir. Parce que non seulement les paquets, la nourriture, etc., tout ça va faire que les voitures que vous voyez par la fenêtre aujourd'hui à San Francisco, dans 10 ans, c'est divisé par 10. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai entendu ça, en septembre 2014. Alors c'était assez intéressant. 2 ans après, au SXSW, j'étais à un panel avec des urbanistes de New York. Je leur pose la question s'ils ont entendu cette prophétie et s'ils y travaillent. Ils disent absolument, et surtout qu'en matière d'urbanisme, premièrement, 10 ans, c'est demain matin, et deuxièmement, je ne sais pas si vous savez, mais une ville comme San Francisco ou Los Angeles, pour chaque voiture, il y a 5 places de parking, parce qu'il est hors de question que vous attendiez devant votre mall préféré pour trouver une place de parking. Donc en termes d'urbanisme, changement du paysage, vous imaginez si on supprime 90% des places de parking à Los Angeles ou à San Francisco, ça va devenir des forêts entières qui vont être reboisées. Alors, le mouvement driverless, pourquoi il va aller aussi vite? C'est simple, parce que une voiture, la flotte automobile d'un pays se renouvelle tous les 10 ans. Et aujourd'hui, depuis 2 ans pratiquement, toutes les voitures que vous achetez ont un petit moteur électrique sous la conduite qui permet de faire du self-parking si vous avez l'option. Donc vous avez tous vu ces expériences de self-driving. Bon, il y en a qui sont très sophistiqués, d'autres beaucoup moins. Et on peut parier que d'ici 10 ans, toutes ces voitures seront plus ou moins driverless. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous avez une voiture driverless, c'est plus votre voiture, parce qu'elle vous ramène chez vous à
à 7 heures le soir, et à 7h15, après une petite recharge rapide, elle s'en va. Vous dites, où tu vas? T'inquiète pas, je mène ma vie, je serai là demain matin à 7h30 pour te conduire au bureau. Donc, vous couplez ces deux phénomènes, à savoir des voitures qui, au lieu d'être utilisées 5% du temps, seront utilisées 95% du temps. Et deuxième phénomène, des voitures qui, au lieu d'avoir 1,2 passagers en moyenne, en auront 4 ou 5 grâce au car sharing. Et vous faites l'addition, et c'est ça qui explique 90% de la disparition des voitures. Alors, un autre aspect de cet aspect sharing economy, c'est l'aspect du dernier kilomètre qu'on a vu aussi avec Rifkin, où finalement on va faire du cross-docking avec ces systèmes de covoiturage. Donc la transition, on peut facilement l'envisager. Par exemple, dans une ville comme Paris, Monsieur le maire en 2020 m'écrira: Monsieur Petit, vous êtes un dinosaure, je ne peux pas vous empêcher d'avoir votre voiture particulière que vous utilisez 5% du temps. Ensuite, vous avez fait une deuxième connerie, c'est d'acheter un garage 30 000 € pour mettre votre voiture à 30 000 € dont vous ne vous servez pas. Bon, ça vous regarde. Mais nous, en 2020, à Paris, on va faire la red zone comme à Londres. Et maintenant, à chaque carrefour, si vous êtes en transport particulier, privatif, vous paierez 1 €. Donc au bout de 5 carrefours, j'en aurai marre, 5 €, 6 €. Là, je sors mon smartphone et je prends l'appli Car Sharing Paris et je me mets en transport collectif. Et au feu rouge d'après, quelqu'un toquera à ma glace arrière en disant: Monsieur Petit, vous me posez porte-maillot, et là je fais du cross-docking, et il y a quelqu'un qui m'amènera à la Défense. Donc vous voyez, même le scénario de transition est prêt. Voilà, donc de la sharing economy, il y en a partout, dans tous les domaines. C'est impressionnant. Et ce qui est toujours très amusant, et je conclurai par là, c'est d'observer qu'en matière de sharing economy, finalement les expériences initiales sont sur des secteurs les plus difficiles de notre vie privée. À savoir Airbnb, vous avez prêté votre appartement pendant une semaine à un inconnu que vous avez vu 20 minutes sur Skype, alors que vous étiez à l'autre bout du monde. Donc comprenez qu'en termes d'invasion de la vie privée, c'est ce qu'il y a de pire. Ensuite, tout ce qui va venir derrière, comme Alfred Club, qu'on avait vu aussi à TechCrunch, où je vous propose simplement qu'une maîtresse de maison vienne chez vous faire un peu le ménage, ben, tout ce qui vient derrière sera très facile. Et il en est de même pour tout ce qui est blockchain, qui est dématérialisation des titres de propriété. Pourquoi a-t-on commencé par le titre de propriété qui nous est le plus cher, à savoir notre argent? C'est un mystère. On aurait pu commencer par la carte grise ou le contrat de mariage. Donc, un des derniers paradigmes, désintermédiation et sharing economy. À bientôt pour la suite.